Monsieur Hervé. Bien, Monsieur Ruiz, vous faites preuve encore une fois de grande facilité. Vous parlez notamment de charte opposable juridiquement. Vous savez précisément que le code de l'urbanisme doit s'appliquer à chacun des permis de construire que je dois signer. Donc cette charte juridiquement opposée, elle n'est pas possible en droit français. Par ailleurs, la conflictualité, qui est le sujet qui anime votre intervention, qui est un sujet pleinement présent dans la manière de construire la ville sur elle-même, elle fait partie inhérente aujourd'hui du projet urbain. Nous avions décidé, reconnaissant que cette conflictualité était une réalité, d'avoir cette charte construction et citoyenneté pour pouvoir mener à bien, malgré tout, le projet urbain, de pouvoir mener à bien le programme local de l'habitat qui a été voté par Rennes Métropole. Je pense que rechercher l'unanimité à tout prix nous condamnerait à l'immobilisme. Je pense que nous n'avons pas été élus pour ça. Très clairement, le PLH faisait partie des objectifs que nous poursuivions, des engagements que nous avions pris avec les Rennaises et les Rennais, et qu'il nous faut assumer cette part de conflictualité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout seul, ou qu'il faut faire avec les services, ou qu'il faut travailler à un projet urbain en chambre sans le confronter à ce que sont les habitants, mais je pense qu'on ne peut pas faire exclusivement avec les habitants en s'asseyant sur ce que sont nos convictions, sur ce que sont nos engagements et sur ce que sont les engagements que nous prenons lors des échéances électorales. Alors, en plus, vous prenez en exemple ce projet. Ce projet, il fait certainement partie de ceux qui ont le plus évolué suite aux mobilisations des habitants, suite à la confrontation avec un certain nombre de collectifs. Je le rappelle, il était de R+17, vous aviez dit R+12, je dois vous dire que vous n'êtes pas allé au bout parce que le nouveau plan de détail dans le plan local d'urbanisme dit R+9, et ça c'est précisément lié à ce qu'étaient des retours, non pas en catimini avec les habitants. Moi j'ai participé à une première réunion de lancement, comme je l'ai fait à chaque fois, et on avait plus d'une trentaine d'habitants qui étaient présents et qui ont pu participer aux divers ateliers, où précisément, comme vous l'indiquez, ce que serait votre méthode si vous étiez en responsabilité, Aiguillon Construction s'est doté d'un prestataire pour pouvoir trouver un acteur neutre qui conduise aussi ces débats. Ces débats, ils ont amené à la rédaction d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, je vous le dis, on n'est jamais allé aussi loin, et un porteur de projet privé n'est jamais allé aussi loin que Aiguillon. Il a inclus ce cahier des charges dans le marché de conception-réalisation pour pouvoir ensuite consulter à la fois des promoteurs et des équipes d'architectes. Et ce cahier des charges, il a été co-construit avec les habitants et notamment toutes celles et ceux qui ont participé aux divers ateliers qu'Aiguillon Construction a, avec son prestataire, mis en place. On avait à l'origine près de 200 logements, on en a aujourd'hui 160, plus effectivement une résidence que vous notez. Cette résidence, elle n'est pas encore aujourd'hui totalement formalisée contractuellement, et c'est pour ça qu'on ne l'évoque pas dans la délibération, mais ce large travail de concertation, il a été repris par Aiguillon Construction pour pouvoir mettre en place ce qui est long en termes de consultation, et ce qui explique qu'entre la fin de la concertation et l'attribution du marché de conception-réalisation, il y a eu plusieurs mois, voire une année ou deux. C'est précisément que le temps de faire un dossier de consultation des entreprises, de consulter, de choisir, d'attribuer, ça prend un peu de temps, et c'est pas lié au conseil municipal. La réunion du 11 février, elle est décidée par Aiguillon Construction qui, que vous l'avouez, se fiche pas mal des calendriers du conseil municipal quand ils ont à fixer des rendez-vous. Par contre, dans ce qu'est le séquençage des calendriers de leurs projets, vous avez très certainement vu qu'aujourd'hui le siège est désaffecté, va nécessiter des travaux de démolition, donc ils présenteront l'ensemble de ces travaux de démolition et de la suite, puisque dorénavant, il y a un attributaire, pas depuis des semaines, hein, depuis une quinzaine de jours maintenant, et cet attributaire se trouve en capacité aussi de pouvoir dialoguer avec les habitants, et c'est pour ça que c'est le 11 février, et ce n'est pas la mairie qui décide de ces calendriers, partant du principe qu'on est là sur une opération totalement privée, où la collectivité ne met pas un euro d'argent public dans ce que sont
des participations d'équilibre telles qu'on peut les avoir en ZAC. Je vous dis ça parce que les opérations que vous avez prises en exemple, qui sont pour vous des réussites, et je m'en félicite, on a été au pilotage de ces opérations-là. Ces opérations-là, ce sont des zones d'aménagement concertées, sur initiative publique, sur fonds publics, et elles sont toutes déficitaires. Alors oui, on peut travailler à des moindres densités, quand on a la capacité à équilibrer ces opérations par l'impôt des Rennaises et des Rennais, c'est tout de suite plus facile. Je vous avais fait la démonstration sur la ZAC dite du Bois-Perrin, 15 millions de dépenses en foncier et travaux, 10 millions de recettes, 5 millions de déficits. Précisément, nous, on peut le faire parce qu'on a la chance d'avoir des contribuables qui peuvent nous suivre dans ces opérations d'aménagement. Mais un bailleur social ou un promoteur immobilier, il n'a pas ces facultés-là. Et je le dis d'autant plus que vos amis du gouvernement, ils ont été de ceux qui ont fragilisé les bailleurs sociaux. Et précisément, si aujourd'hui, Aiguillon Construction est en capacité, en descendant le nombre de logements, à trouver et à faire perdurer des équilibres, c'est parce qu'ils détiennent le foncier, malgré le fait que vos amis du gouvernement aient supprimé les APL de l'accession et diminué les APL sur le locatif, qu'ils aient ponctionné par la fameuse RLS les recettes de bailleurs, qu'ils aient, ces mêmes amis du gouvernement, augmenté la TVA sur les travaux et le logement locatif social et réduit à portion congrue le Fonds national d'aide à la pierre, puisque pour 1 euro d'État, il y en a 32 € aujourd'hui 1 euro pour 32. Enfin, c'est un rapport de 1 à 32 entre ce que met la métropole et ce que l'État, par le FNAP, est capable de mettre dans le financement du logement social. Et donc, venir faire la critique du bailleur social ici, Aiguillon Construction, qui construit des logements dont tous les logements, les 160 logements, vont être exclus du marché immobilier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quête de profitabilité, il n'y a pas de quête de rentabilité. Venir leur faire la leçon, alors même que vous avez été de celles et ceux qui ont fragilisé ces bailleurs sociaux, je trouve ça fort de café, M. Ruiz. Mais à chaque fois, ces questions d'accessibilité sociale, de logement social, de logement locatif social, sont des questions qui vous ont échappé. Ça a été une constante comme votre critique à notre égard, mais cette absence de discours sur le logement social aura été une constante à l'égard de ce qu'a été votre discours tout au long de ce mandat. Alors oui, nous cherchons, nous, des points d'équilibre entre les attentes des habitants, des acteurs de la construction et des acteurs que nous sommes, politiques, élus, avec un objectif qui est clair, je le redis, permettre l'accès de tous et tous à la ville, quel que soit le niveau de revenu. Ça a été le mantra qui a été le nôtre. Nous n'avons pas dévié de cet objectif politique. Il était très clairement établi dans le contrat que l'on a passé avec les Rennaises et les Rennais en 2020. On aura été au rendez-vous de cette promesse. Alors j'entends bien que pour vous, ça n'est pas votre objectif, et ça, c'est votre droit.